Business Challenge, le magazine de l'économie et de l'entreprise. Ravi de vous retrouver pour ce nouveau Business Challenge. Mesdames et messieurs, bonsoir. Le mercredi 2 octobre 2024, le Centre incubateur des petites et moyennes entreprises, en partenariat avec le Programme des Nations Unies pour le développement, a organisé à la Chambre de commerce et d'industrie du Niger une rencontre dédiée à l'inspiration et au partage d'expériences. L'événement est intitulé « Partagez votre histoire, inspirez les entrepreneurs de demain, une façon d'aider les jeunes entrepreneurs à prospérer dans l'entrepreneuriat au Niger ». Je vous propose de suivre l'intégralité de cette rencontre riche en partage d'expériences dans cette édition spéciale. Le mercredi 2 octobre 2024, sur l'initiative du Centre incubateur des petites et moyennes entreprises CIPMEN, des jeunes entrepreneurs se sont réunis à la Chambre de commerce et d'industrie du Niger, CCIN, pour une rencontre dédiée à l'inspiration et au partage d'expériences. L'événement intitulé « Partagez votre histoire, inspirez les entrepreneurs de demain » a rassemblé des participants de divers secteurs, tous animés par le désir de développer leurs projets et d'échanger des idées novatrices. J'ai été de les inviter pour qu'ils puissent pouvoir vous relater leur parcours de vie, pour que cela soit pour les générations futures, les jeunes entrepreneurs, pour qu'ils soient une source d'inspiration pour eux, qu'ils puissent impacter positivement dans leur communauté. Agri Innovation Challenge, qui va consister à faire un appel à candidature et cartographier un certain nombre de solutions qui marchent dans le domaine de l'agriculture. Et après ces solutions, on peut proposer au projet du PNUD ou bien même du gouvernement ou même d'autres partenaires techniques pour qu'ils fassent la mise à l'échelle. Comme vous le savez, le laboratoire d'accélération, son rôle n'est pas de faire lui-même la mise à l'échelle, mais il propose la mise à l'échelle de ces solutions à travers son réseau. Une solution qui a marché au Niger peut être expérimentée ou bien mise à l'échelle dans un autre pays à la demande en tout cas des partenaires ou bien des collègues d'autres pays, parce que nous avons une plateforme sur laquelle nous publions toutes les solutions. Et au niveau national aussi, vraiment, on tient à ce que ces innovations, ces startups soient connues. Beaucoup des startups font de belles choses, mais on ne les connaît pas. Mais malgré les échanges qu'on a eus ces derniers jours avec CIPMEN, nous avons pu découvrir beaucoup de choses intéressantes qui, au lieu de partir à chercher des solutions ailleurs, ce qu'on appelle entre griffes les modèles voyageurs, si par exemple aujourd'hui, si le projet décide d'allouer un certain critère pour la promotion des innovations, ce serait super. Voilà en gros ce que j'ai pu dire par rapport à cette initiative. Deux chefs d'entreprise, Sido Umoru, fondateur de Croix du Sud, d'une agence de communication et Heket Agrobusiness, et Seydou Souley Mahamadou, fondateur de Impactcom Media ICM, ont été les intervenants phares de cette rencontre. Chacun d'eux a partagé son parcours, ses défis et ses succès, captivant l'audience avec des récits authentiques. Sido Umoru a ouvert la session en racontant comment il a transformé une passion pour le tourisme, la communication et l'agriculture en des entreprises prospères. À la fin de mon année de master en France, j'ai commencé à imaginer en fait qu'est-ce que je vais lancer, arrivé au Niger. Bien, je vais me lancer dans le tourisme. Parce qu'à ce moment-là, le tourisme marchait bien. Et j'ai créé l'agence Croix du Sud, qui était une, je ne mets pas la casquette, qui était vraiment... en tout cas qui a été un fleuron, en tout cas dans le tourisme, dans le business des voyages, d'accord, l'aérien et dans la location des véhicules. Donc cette société a été créée en mars 2003. Et pour l'anecdote, quand on a créé
quand j'ai créé l'agence, vous savez, le tourisme, quand vous faites des circuits, c'est les tours opérateurs qui vendent ça. Et les tours opérateurs, pour qu'ils le vendent, il faut qu'ils viennent tester. Bref, c'est un processus de jusqu'à 1 an avant que vous commencez à récupérer des clients. Après, de mars 2003 à mai, je n'ai plus de challenge. Il faut passer le flambeau à d'autres. Donc, au lieu d'être un directeur exécutif, je ne suis qu'un directeur qui conseille et qui accompagne. Donc, j'ai mis quelqu'un là-bas et j'ai recommencé l'aventure avec ACN, Africa Communication Network. Donc, une agence de com. On a commencé, ça va, alhamdoulilah, mais les défis sont énormes. Et ces défis-là, je le vis tous les jours avec du pardon, parce que c'est encore notre environnement, d'accord, succession d'aléas, d'insécurité, et maintenant avec tout ce qui s'est passé depuis le 26, et avant que ça ne redémarre, il faut être résilient. Je reviens à ce que j'aime maintenant, en tout cas, la troisième casquette. Les autres, je n'en parlerai pas parce que c'est soit en incubation, un truc comme ça, mais l'agriculture. Je suis rentré dans l'agriculture pendant le Covid. Pendant le Covid et de manière complètement par le hasard, je peux dire. Je me suis retrouvé en train d'importer des dattiers via IBS. Ils les importent d'un laboratoire anglais, c'est des dattiers in vitro. Et j'ai commandé 200 dattiers. J'ai mis 600 citronniers et j'ai commencé à faire un peu de moringa, un peu de trucs. Et en 3 ans, quand j'ai vu le chiffre d'affaires que j'ai fait avec les dates, j'ai dit waouh, là c'est sérieux. Et j'ai compris qu'avec l'agriculture, vraiment, on peut c'est extrêmement lucratif. Sido Umaru a aussi insisté sur l'importance de rester fidèle à ses valeurs et de croire en son projet, même face aux obstacles. Vous connaissez tous Kodak. Avant, on avait chacun un film, un appareil photo avec les pellicules. On employait dans le monde plus de 500 000 personnes, faisait des milliards de chiffres d'affaires. En ce moment, quelqu'un était venu lui présenter un prototype de smartphone pour lui dire que ça c'est l'avenir, on peut même intégrer de la photo, est-ce que vous pouvez... Ils ont balayé ça d'un revers de main. Et du jour au lendemain, quand c'est sorti, ils sont tombés en faillite. Aujourd'hui, qui utilise un appareil photo, des films pour faire le numérique a pris le pas. Et c'est comme ça. Donc, si vous n'écoutez pas l'environnement du jour au lendemain, vous ne saurez pas vous adapter. Et l'entrepreneuriat, c'est une perpétuelle adaptation. Parce que il y a des choses qui marchent, il y a des choses qui ne marcheront pas, il y a des choses qui viennent balayer ce que vous faites. Donc, il faut soit être dedans ou vous allez être out. En tout cas, la bouche qui parle doit avoir pitié de l'oreille qui écoute. Sur ce, je vais... C'est très intéressant. Mais il y a beaucoup de choses que je n'ai pas dites. Ceux qui me connaissent savent. Seydou Souley Mahamadou, promoteur de Impact Comédia, pour sa part, parlait de son expérience dans le monde médiatique. En matière de management, parce que là-bas, ils ont 2 formes d'écoles. Il y a ce qu'on appelle les écoles d'ingénieurs et les écoles de commerce. Et dans le lot des écoles de commerce, effectivement, l'ISCAE, c'est considéré comme une école d'élite. Donc, moi, je fais cette école-là. Et comme Sido, à un certain moment de mon parcours à l'ISCAE, il était évident pour moi que tout ce que je voulais, c'est être entrepreneur. On avait en 4e année un module optionnel. À l'époque, c'était encore une option, mais apparemment, maintenant, c'est une obligation. On avait 3 ou 4 modules qui sont des options. Chacun choisit, s'il veut. Par exemple, quelqu'un va choisir, parmi les options qu'on avait, faire un module bourse. C'est la bourse, par exemple.
un module sur l'entrepreneuriat. On avait aussi un module, je pense, sur la logistique, qui était aussi une option. Voilà. Et moi, j'avais fait comme module optionnel entrepreneuriat. En 4e année, à l'époque, ce n'était pas, on ne dit pas master, on dit maîtrise. Donc, j'étais en année de maîtrise. C'est tout récent, c'est en 2006-2007. Et quand j'allais finir, je me suis dit, je fais un business plan. Parce que normalement, quand vous faites une école de management, vous savez à peu près comment on fait un business plan. Et je disais, je rentre au Niger. Et une de mes préoccupations à l'époque, parce que chaque entrepreneur, je pense, voit quels sont les types de problèmes auxquels il peut apporter une solution. Et moi, le problème que j'ai identifié, c'était un certain nombre de choses qui m'ont marqué. D'abord, j'étais quelqu'un qui aime beaucoup lire, qui aime écrire. J'ai fait le lycée technique de Maradi. Mais même à Maradi, en tant que technicien, je suis un peu littéraire. Donc, on avait un journal au lycée technique qui s'appelle La Voix du technicien. Et j'écrivais dans ce journal au lycée technique. Donc, écrire, ça a toujours été quelque chose qui m'a passionné. Et j'aimais lire aussi. Et quand j'étais au Maroc, je cherchais à lire sur les nouvelles du pays. C'était au début des Tam-Tam Info et autres voix où on mettait les journaux du Niger sur Tam-Tam Info. Et pour la diaspora, c'était très important. Mais ce qui me dérangeait, chaque fois que je lis sur le Niger, je devenais triste. Pourquoi? Parce que toutes les informations que je lisais ne parlent que de mauvaises choses. Famine, sécheresse, et puis détournement, ou bien telle personne insulte telle autre dans les journaux. Et puisqu'on avait aussi une bibliothèque, on a accès vraiment à toute la presse mondiale. Et lorsque je vais lire, par exemple, le management, un journal sérieux de la France, je vois, on parle d'entrepreneuriat, on parle d'innovation, je lis Capital, effectivement, c'était le journal auquel on avait accès. Et même des journaux marocains comme Économie et Entreprise, Économie et Entreprise, L'Économiste, je ne sais pas moi, Challenge, ils ont un journal qui s'appelle Challenge. Et chaque fois que je lis, je vois que le type d'information auquel j'ai accès est différent. Et après, je me dis, mais attends, dans mon pays, est-ce qu'il n'y a pas des gens qui produisent de l'innovation? Est-ce qu'il n'y a pas des gens qui créent des entreprises? Est-ce qu'il n'y a pas des gens qui font de belles choses? Pourquoi chaque fois, quand je lis la presse, je ne lis que un tel a détourné tel argent, il y a eu, je ne sais pas moi, chez CRS dans tel zone, ou tel ONG a amené aide alimentaire à tel truc. Ça me rendait vraiment triste. En 2012, quand je suis rentré, j'étais à Oxfam, et un jour, la télévision Dunia, en échange avec un des responsables, me disait, écoute, il fallait nous aider à voir comment produire du contenu, puisque lui, il savait c'est mon projet. Je dis, mais moi, je n'ai jamais fait de télévision, je ne connais pas la télé. Moi, la presse que je fais, c'est la presse économique, c'est écrite en plus. Il me dit, mais justement, et si on faisait des émissions qui peuvent parler des entreprises, tout ça? J'ai dit, oui, ça m'intéresse, parce que c'est ce que je sais faire. Et voilà comment, pour ceux qui savent, qui connaissent, à l'époque, en 2012, mi-2012, on avait lancé l'émission Café économique. Je ne sais pas si vous vous souvenez. C'est brillant. Le Café économique était parti comme ça. J'avais mon emploi salarié à Oxfam et je venais le faire bénévolement à Dunia. Il y avait 2 numéros par mois qu'on faisait. C'est la première fois qu'on commençait à voir des chefs d'entreprise venir à la télé parler de leur entreprise. Et j'ai invité des cadres qui sont dans des entreprises, parler de leur métier, ainsi de suite. Mais finalement, de manière inattendue, en tout cas pour le monde professionnel, les entrepreneurs, les cadres, l'émission commençait à être intéressante pour eux. Jusqu'à ce que maintenant, il y a des gens qui m'appelaient, ils voulaient vraiment venir partager leur expérience. Ils voulaient parler de telle situation. Et, donc, on avait reçu beaucoup de chefs d'entreprise qui avaient le plaisir de venir parler et on sentait quelque chose changer. Parce que le type d'information qu'il y avait sur les médias commençait à changer par cette nouveauté-là qu'on a amenée. Là où les gens faisaient des débats où on passait le temps à parler de marché de gré à gré, de quelqu'un qui a détourné, on commence à parler sérieusement de « Ok, tu as commencé quand? Tu as fait comment? Tu as recruté combien de personnes? Tu as développé quoi ?» ainsi de suite. Et donc, moi j'ai vu l'engouement et ça m'a conforté que c'était une bonne idée. Un jour, je suis parti voir le directeur de Dunia, je lui ai dit « Écoute, moi je suis à Oxfam, je gagne bien ma vie à Oxfam. Mais de tout le temps, j'aurais voulu créer une entreprise. Maintenant que le concept de cette émission est en train de bien marcher, pourquoi ne pas en faire une entreprise
que nous allons créer ensemble. Et moi, je démissionne d'Oxfam, on crée l'entreprise. Ils ont dit, c'est une bonne idée. Mais sauf qu'on a fait 3 mois, 4 mois en train de tourner autour du pot. Ils ne voulaient pas que ça soit une entreprise avec des actionnaires. Ils ne voulaient pas que je produise de manière indépendante. En fait, je pense que ce n'est pas qu'ils ne voulaient pas, mais au fond, ils ne comprenaient pas. Bon, après avoir tellement échangé, on n'arrivait pas à s'en sortir. Je dis, je pense que ce que je vais faire, c'est de démissionner de Oxfam et je crée mon entreprise pour faire ça. Et j'ai averti Oxfam. Et les gens d'Oxfam avaient accepté. Et j'ai démissionné. 3-4 mois après, on a fait le numéro pilote, le Business Challenge, et on a lancé le Business Challenge juste là à côté. Il y a une salle ici. C'était le 14 juin 2014. Donc voilà comment est-ce que ce rêve-là, bon, cette frustration que j'avais de solutionner et de contribuer à solutionner en tout cas le manque d'informations utiles sur le Niger, m'a amené à créer le Business Challenge. Le conseil principal prodigué par Seydou Souley Mahamadou se résume en 3 points. Être résilient, trouver des alternatives financières et savoir s'adapter. Il faut accepter de commencer modeste. Il faut accepter de galérer. Il faut accepter... J'ai 10 ans d'entrepreneuriat, je suis désolé de vous le dire comme ça. Aujourd'hui encore, moi, je peux être le coursier de la boîte. Ça ne me dérange absolument pas. Parce que je pense que ça fait partie de mon job aussi. Même si j'ai un coursier, si tout de suite je vais à ICM, on me dit il y a un courrier important à envoyer, que le coursier n'est pas là et que c'est important, je vais le prendre, je le mets dans ma voiture et je vais faire. Il faut adapter son état d'esprit à faire son job d'entrepreneur. Mon job d'entrepreneur, c'est que toute chose qui fait avancer mon entreprise, qui est légale, je le ferai. Je ne suis au-dessus de rien qui peut aider mon entreprise à avancer. Ça, c'est la deuxième leçon. La troisième leçon, c'est, comme a dit le grand frère, il faut bâtir sa résilience. La résilience, elle ne vient pas comme ça, elle se bâtit. S'il tient encore, je pense que c'est parce que c'est aussi un entrepreneur qui a été méthodique dans sa gestion. Tous les gars qui flambent, je ne pense pas qu'on peut être un entrepreneur flambeur et durer longtemps. Les entrepreneurs qui durent longtemps font attention à... D'abord, ils font tout pour gagner le maximum, c'est important. Si vous pouvez avoir une marge de profitabilité de 100%, il faut l'avoir, ce n'est pas un problème. Gagner le maximum de bénéfices et utiliser ça à bon escient, avec la plus grande intelligence. Après les témoignages, une session de questions-réponses a permis aux participants d'interagir directement avec ces 2 chefs d'entreprise. Jugez utile de faire de mon mieux. J'ai une parcelle de 1000 m², je l'ai clôturée. Si je ne peux pas, à travers le conseil, nourrir Niamey, au moins je vais nourrir ma petite famille à moi. Du coup, on a essayé avec un ami ingénieur, on a essayé tout. En tout cas, les produits maraîchers que nous consommons à la maison et tout, concombre, salade surtout, qui avait très bien marché, tomates, moringa, pastèque, concombre, aubergine, tout, on a tout essayé. En une saison, honnêtement, ça a marché. On a eu des attaques auxquelles on a répondu, on a évité le pire. Donc, pour vous dire que de février à maintenant, j'ai quand même ma petite expérience, si au cas où je veux aller à grande échelle. Avec 1000 m², quand même, ça va. Chez moi, on a évité la période où la tomate était, je ne sais à combien là. Voilà. Donc, franchement, moi, je n'étais pas concerné. Donc, pour vous dire que les jeunes de Niamey que je représente ont aussi cette envie d'entreprendre. Mais ce qui nous manque, c'est surtout le modèle. Parce qu'elle disait tout à l'heure qu'on dirait que les jeunes ne sont pas motivés, les jeunes, voilà, ils ne sont pas dans les initiatives. Mais en réalité, le problème, c'est qu'on n'a pas de chemin. Aujourd'hui, notre environnement ne peut pas permettre à certains types d'entreprises de démarrer avec toutes les charges de structure possibles. Regardez les 1000 m² là, c'est une entreprise. Mais si vous devrez la créer avec des frais de structure, vous allez vous planter et ça ne va jamais... Vous n'allez jamais vous en sortir. Si l'activité exige que la personne démarre dans une situation, même en étant très instruit, une situation de test informel. J'ai vu des femmes, par exemple, avant de sortir de leur activité,
elles font de la transformation, elles commencent à faire à la maison. Esther est partie. Je pense qu'Esther fait partie de ces types de modèles. À un moment, elle voit que ça marche. Elle dit, bon, je vais aller faire mon IF et mon RCCM. Et elle formalise progressivement. Plus elle maîtrise l'activité, plus elle formalise. Et ça, c'est une bonne chose. Ce qui est mauvais, par contre, c'est d'arriver à une échelle où vraiment, vous commencez à être important et vous voulez toujours être informel. Ça, c'est pas bon. Si, parmi vous, là, les jeunes, là, chacun essaie d'apporter 150 000, 200 000, vous êtes à peu près 5, 6, 7, vous pouvez débuter un truc. Dans l'entrepreneuriat agricole, il suffit d'aller dans les 20-30 km autour de Niamey, en tout cas dans les zones où on produit. Vous pouvez avoir un hectare à 1 million, 1,2 million, maximum 2 millions. Et je vous assure, ce que vous pouvez faire avec 1 hectare, c'est énorme. Peut-être même moins si vous achetez avec le paysan. Moi, si vous avez besoin d'hectares, là où je suis à côté, et même avant-hier, on m'a proposé un champ où l'hectare fait dans les 300 000. J'ai été agréablement surpris. Je connais tous les deux, mais j'ai découvert aussi d'autres facettes, comme M. Sidou l'a dit, ces casquettes. Je l'ai connu avec la casquette de ACN, on a travaillé ensemble, mais c'est sur ce plateau que j'ai découvert les autres casquettes. Félicitations. La même pour M. Souley, avec qui aussi on a travaillé. Félicitations. Et vous savez, ce qui manque à la jeunesse nigérienne, c'est des modèles. Parce qu'en toute chose, il faut des modèles. J'aurais aimé que cette salle soit remplie par ces jeunes qui, à longueur de journée, sont en train de prendre du thé quelque part. En suivant vos témoignages, ils vont certainement changer d'avis. Parce que le Nigérien que je connais, quand il a un modèle de réussite, ça va impacter tout de suite. On construit l'agriculture sur des modèles. On va trouver des grands maraîchers, des grandes organisations paysannes qui ont fait leur preuve. Il y en a beaucoup pour leur dire de quoi vous avez besoin. De quoi vous avez besoin, les aider et dire, bon, en contrepartie, prenez 20 jeunes, 30 jeunes, 40 jeunes, formez-les. Quand ils vont finir d'être formés, nous, on va leur donner des kits pour les réinstaller. C'est aujourd'hui ce que le Burkina fait à côté. C'est ce qu'il fait à côté. Les jeunes sont formés, après à la fin, on leur donne des terres, ou bien s'ils ont des terres, qu'est-ce que tu amènes? Tu as besoin de quoi? Un fourrage? On a des machines de l'État qui vont aller te faire un fourrage. Tu as besoin pour labourer, on achète des tracteurs qu'on va mettre gracieusement à ta disposition pour labourer. En contrepartie, voilà ce qu'on te demande. Sois le mentor de 2, 3, 4 jeunes aussi, pour que c'est comme ça qu'on développe un pays. Par les modèles et surtout par l'accompagnement. L'entrepreneuriat agricole peut être une source de génération de richesse pour tout le monde. C'est-à-dire qu'on ne doit plus produire juste par subsistance, par nécessité. Et faire en sorte aussi que les gens comprennent que l'agriculture n'est pas un métier de pauvre. Au contraire, tous les pays qui sont enrichis, la base de la richesse a été l'agriculture. Tous les modèles mondiaux. Actuellement, on dit bon, les pays émergents peuvent aller directement au service. Mais même quand vous développez les services, c'est pour revenir à l'agriculture. Vous comprenez? Les échanges ont été riches et variés dans une ambiance conviviale. Un jour, j'ai discuté avec le représentant résident de l'IMOA ici au Niger. L'année-là, j'avais des difficultés par rapport à la diffusion des émissions parce qu'on avait des incompréhensions sur notre contrat de diffusion avec Télé Sahel et les émissions étaient suspendues. Au même moment, quelques temps après, on avait un contrôle fiscal. Il me dit, Seydou, je ne comprends pas que... Parce que lui, il pensait que Télé Sahel achetait nos émissions. Il me dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Télé Sahel ne vous paye plus? J'ai dit non, Télé Sahel ne nous a jamais payé. C'est nous qui payons au contraire pour être diffusés. C'est nous qui payons pour être diffusés. Au début, je pensais que c'était Télé Sahel qui avait acheté vos émissions. Non, jusqu'aujourd'hui, c'est nous qui payons pour être diffusés. Vous comprenez? Alors,
Il me dit, mais lui, il ne comprend pas parce que normalement, le type d'information que nous produisons est tellement d'utilité publique pour un pays comme le Niger que c'est l'État même qui devrait subventionner des choses comme ça. On n'a jamais eu de subvention. Bon, je ne l'ai jamais cherché aussi, hein, parce que je ne peux pas dire qu'on ne l'a jamais, mais je ne l'ai jamais cherché. Mais non seulement nous devrons payer pour être diffusés. Ça fait longtemps que je voulais que nos émissions soient diffusées en langue nationale. Hey, même le président de la République dans ce pays a une fois chargé un ministre pour me dire félicitations pour ce que vous faites. Je regarde Business Challenge et je trouve que c'est très important. Mais jamais, au grand jamais, l'État nigérien n'a pensé que c'est nécessaire de financer et de soutenir des émissions comme ça. Donc voilà pourquoi ce que vous dites est vrai, parce que celui qui va écouter Business Challenge aujourd'hui va l'écouter en français. Il va écouter Agri Challenge en français. Or, s'il y avait des possibilités d'avoir plus de ressources, on allait produire des émissions comme ça dans toutes les langues du Niger. Mais le paradoxe, c'est que tout le monde va vous dire que c'est très bien, mais personne n'est prêt à mettre la main à la poche. À un moment, nous, on s'est dit, mais écoutez, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut abandonner? Est-ce que tout ça... il y a des activités dans lesquelles on gagne de l'argent. Mais il y a des activités comme celle-là où souvent on ne gagne rien du tout, mais on le fait. Après, on se dit, bon, puisqu'il y a des gens qui sont des citoyens, qui trouvent que c'est important, il faut continuer à le faire. Et souvent même, si je regarde, moi, si je fais un calcul financier en tant que gestionnaire, vous savez que les émissions que nous faisons ne sont plus rentables. Ce n'est pas rentable pour nous. On les maintient en pensant qu'ils ont une utilité sociale, une utilité publique. Mais sinon, si je fais juste un raisonnement de gestionnaire, mais ça fait longtemps, depuis 2020 peut-être, j'aurais supprimé toutes les émissions et gardé l'agence de communication, qui, elle, me rapporte de l'argent sans que je ne perde de l'argent. Avec les émissions, symboliquement c'est bien, les gens suivent, ça rend service, mais financièrement, je saigne. Les deux chefs d'entreprise ont surtout conseillé aux jeunes entrepreneurs la culture d'un réseau solide, être sérieux pour avoir la confiance des bailleurs de fonds et des établissements financiers, avoir la culture entrepreneuriale et avoir un personnel de qualité. La rencontre s'est poursuivie par une séance de réseautage, des échanges de cartes de visite et des discussions pertinentes autour des projets des participants qui ont saisi cette occasion pour tisser des liens et trouver de futurs partenaires. À la clôture de la rencontre, les jeunes entrepreneurs n'ont pas manqué d'exprimer leur satisfaction et se disent inspirés et motivés, prêts à relever les défis de l'entrepreneuriat. Ce type de rencontre allie inspiration et mise en réseau et s'avère essentiel pour la croissance de nouvelles générations de chefs d'entreprise. Chers téléspectateurs, j'espère que vous avez suivi avec intérêt cette initiative qui montre à quel point le partage d'expériences est vital dans le monde entrepreneurial, renforçant ainsi l'idée que l'union fait la force. La prochaine rencontre promet déjà d'être tout aussi enrichissante. Et c'est ici que prend fin cette émission. Merci de l'avoir suivi. Vous pouvez continuer à interagir avec notre équipe digitale à travers les pages qui s'affichent en bas de votre écran. Au revoir. Business Challenge, le magazine de l'économie et de l'entreprise.